I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Coffee Shot où aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Ladislas. Bonjour Ladislas. Bonjour Paul. Donc comme d'hab, on va rentrer dans le vif du sujet. On a 15 minutes ensemble. L'idée c'est d'apprendre à te connaître, d'apprendre à décrypter ton approche, vulgariser aussi, même si on est entre connaisseurs. Donc allez, on se lance. Depuis combien de temps tu t'intéresses à l'extra-financier? Alors, tu vas nous expliquer un petit peu ça, parce qu'aujourd'hui, tu es chez MBO et c'est un peu atypique par rapport aux autres intervenants qu'on a eus. Donc toi ou MBO, depuis quand vous vous intéressez à l'extra-financier? Et puis, qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer un peu dans cette discipline? Super. Peut-être avant de répondre à ta question, juste un tout petit mot sur la question. Moi, j'ai toujours trouvé un peu dommage que finalement on parle d'extra-financier pour désigner le développement durable, parce que finalement ça revient à désigner un concept par opposition à quelque chose, Ouais. plutôt que de le désigner par ce qu'il est. Je ne sais pas si tu as suivi, mais au niveau réglementaire, il y a eu un changement qui est intéressant au niveau du vocabulaire, c'est qu'on a la directive NFRD, donc qui était Non-Financial Reporting Disclosure, qui est devenue CSRD, C'est vrai. Corporate Sustainability Reporting Disclosure. Et en fait, ça peut sembler un point de détail, mais je trouve que c'est important parce que finalement, ça permet de sortir du débat sur le fait que l'objectif principal, je pense, c'est quand même d'avoir un impact positif et pas juste de faire de l'extra, du en plus du financier. Dans l'objectif, c'est d'avoir un impact sur le développement durable. Ouais, ok, je te valide ce point. D'accord, j'utiliserai plus le mot extra-financier, ou en tout cas beaucoup moins, je pense. Et donc, quand même, je vais quand même répondre à ta question. Donc, moi, ça fait. Durable, alors, durable. Depuis quand tu t'es lancé dans le durable, on va dire? Donc ça fait 20 ans en fait que je travaille que je me suis intéressé à ces sujets-là. J'avais commencé avec un échange universitaire en Suède, dans le cadre de mon école d'ingénieur, et j'avais eu la chance de tomber un peu par hasard en fait sur un cours innovation et entrepreneuriat social. Et clairement, les intervenants m'avaient convaincu que j'avais envie d'avoir un métier à impact, et donc je me suis orienté là-dedans. Et donc depuis, j'ai fait pas mal de choses. J'ai travaillé dans le commerce équitable au Pérou. J'ai fait un master spécialisé en développement durable. J'ai travaillé dans le conseil en développement durable. Et puis là, ça fait 15 ans que je travaille sur les sujets de finances durables. Donc, j'ai travaillé longtemps chez Mirova, où je m'occupais de l'équipe de recherche ESG. Et j'ai rejoint MBO, donc une structure de private equity qui investit dans des PME françaises avec cette idée de à la fois accompagner les PME qui sont sur des thématiques d'impact et puis essayer de transformer celles qui sont peut-être moins sur des thématiques d'impact. D'accord. Donc, on rentrera peut-être pas sur le détail de la différence entre durable et impact, parce que c'est tout un vaste débat, mais s'il est intéressant. Mais c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent dans ta bouche, impact. Donc, au-delà du durable, l'idée, c'est de faire de l'investissement à impact. Mais alors, du coup, ma deuxième question habituelle, elle a quand même un sens, mais peut-être un peu moins sous ce prisme-là. Mais est-ce que il y a une des composantes, on a tendance à parler d'ESG, de découper notre monde en trois seules composantes. Euh, est-ce que ça a encore une importance de te demander, y a-t-il une composante à laquelle tu attaches plus d'importance, ou c'est des domaines qui sont tellement liés que tu les considères équipondérés? Quel est ton point là-dessus un peu? Alors, moi, je pense que initialement, ma sensibilité, quand j'avais commencé à m'intéresser à ce sujet-là, était plutôt sociale, Mhm. notamment sur les questions de droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement, qui était un peu une grande question, qu'il est toujours d'ailleurs. Ouais, ce que j'allais dire, malheureusement. Après, j'ai été assez rapidement amené à m'intéresser au sujet du changement climatique. J'ai souvenir que mon père, à l'époque, m'avait offert le livre de Grandjean et Jean Covici, Le plein s'il vous plaît, qui m'avait quand même beaucoup marqué. Et en plus, par la suite, comme j'étais ingénieur, j'ai été beaucoup amené à travailler sur les sujets environnementaux qui sont souvent liés à des sujets techniques. Donc, je pense que j'ai quand même aujourd'hui une composante plus environnementale que sociale dans mon parcours. D'ailleurs, peut-être un mot là-dessus, moi, je suis convaincu que dans le monde de l'ESG, l'investissement responsable, l'ISR, tu appelles ça comme tu veux, si ça a une telle ampleur aujourd'hui, je pense que c'est quand même très lié à la crise environnementale et puis aussi à l'effondrement de la biodiversité, parce que même si les sujets sociaux sont hyper importants, hyper liés, on est quand même face à quelque chose qui remet en cause l'existence même de l'humanité telle qu'on la connaît. Et ça, c'est pas rien. Donc, voilà, je pense que ces sujets, cette crise environnementale, elle est quand même très forte. Elle a de toute façon des conséquences sociales hyper importantes, elle est liée aux sujets sociaux.
Sur les sujets gouvernance, moi, juste pour l'anecdote, quand je travaillais dans un cabinet de conseil, j'étais chez Price, moi, j'avais jamais entendu parler de ESG à l'époque. C'était développement durable. Et finalement, le G, je l'ai découvert en tombant dans la finance, mais parce que finalement, le développement durable, c'est environnement social économique, pas environnement social gouvernance. Et finalement, ça peut paraître un peu surprenant parce que la gouvernance, ça traite de sujets environnementaux et sociaux, mais ça traite aussi de sujets économiques. Donc, je trouve que le G a toujours une place un peu bizarre Ouais, dans c'est vrai. E, S et G. Voilà. Non, c'est vrai que la gouvernance, c'est un sujet à part et qui a même été traité à part pendant longtemps. Je veux dire, c'était le seul sujet d'ailleurs traité par tout le monde. Hein. Fallait aller voter en AG, fallait regarder ce qu'étaient les résolutions. Donc c'est vrai que ça a été traité à part. C'est encore aujourd'hui un peu bancal. Hein. À la fois entre les deux, je te rejoins assez sur ce point. Si je veux être un peu cynique, moi j'ai tendance à penser que dans l'historique de la finance, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des équipes gouvernance qui traitaient un peu ces sujets-là. Et puis il y a les sujets environnementaux et sociaux qui sont arrivés. On ne savait pas trop où les mettre. Donc on les a mis dans un package qu'on a appelé extra-financier. Et on a mis le E, le S et le G ensemble. Mais finalement, il n'y a pas de raison structurelle de traiter environnement, social et gouvernance dans le même package, je pense. Non, effectivement. Après, c'est aussi, je pense, lié à l'émergence de tout ce qui était finance éthique, où là, effectivement, dans la gouvernance, on essayait d'introduire un certain nombre de sujets qui étaient peut-être plus éthiques que extra-financiers ou durables. Je sais pas comment on pourrait les appeler, mais liés aux prises de participation, enfin, aux jetons de présence de membres fictifs, etc., qui finalement sont plus liés à de l'éthique que réellement un impact social direct ou un impact environnemental direct. Je suis assez d'accord. Mais du coup, comme les fonds impact, enfin, pardon, pas les fonds impact, les fonds un peu éthiques ou thématiques avaient le vent en poupe au moment où finalement le G a commencé à devenir une préoccupation pour tout le monde. C'est vrai que le E et le S, on se sont retrouvés regroupés là un peu par hasard. C'est pas entièrement faux. Je pense qu'il y a quand même un lien. Effectivement, l'histoire a fait que on a regroupé ces trois lettres qui potentiellement auraient pu rester séparées. Mais alors du coup, justement, au cours de cette expérience qui était assez, on va dire large, et puis on va dire dans différents maillons des chaînes de valeur économiques. Quelle a été la boulette que tu as faite? Alors ça, c'est la meilleure, hein, parce que tu la connais, c'est toi qui l'as faite, ou que tu as vue, ou voilà. Ça serait quoi la boulette emblématique dont tu voudrais nous partager un peu l'expérience? Des boulettes, j'en ai fait pas mal, comme tout le monde, je pense. Moi, je trouve ta question elle est intéressante parce qu'elle amène finalement enfin, moi, ce que je me suis dit, c'est il y a une erreur qu'on a tendance à beaucoup à faire, tout le monde enfin, beaucoup de monde a tendance à la faire dans le monde du développement durable, de l'impact, etc. C'est que quand on souhaite avoir un métier un peu orienté à impact, on a tendance à se focaliser justement sur quelle est l'organisation où j'aurai le plus d'impact. Alors, il y a certains qui pensent que ça sera en ONG, il y a certains qui pensent que ce sera dans le monde public, il y en a certains qui pensent qu'il faut absolument qu'il ait un impact sur les grandes entreprises. Et finalement, de regarder ça beaucoup sur le prisme, quel va être mon impact, sans forcément assez regarder quel sera l'impact sur moi et comment je vais me sentir dans cette organisation-là. Et je pense que c'est une erreur qu'on a souvent tendance à faire, c'est de ne pas mettre un accent assez important sur son épanouissement personnel et sur les personnes avec qui on va travailler. Et à mon avis, une erreur que j'ai peut-être pu faire et que je pense que je ne suis pas le seul à forcément faire, c'est de ne pas assez mettre une exergue assez forte sur ce côté relation personnelle, donc son manager, ses collègues, ses clients, les gens avec qui on va travailler. Voilà, on passe beaucoup de temps au travail. Et Ouais. si on veut que ça tienne dans la durée, il faut qu'on s'y sente bien. Ouais, c'est intéressant et de dire en fait que quand on a été passionné, bizarrement, on a peut-être tendance à se laisser porter par cette passion au détriment de d'autres critères autour qui sont tout aussi importants et qui permettent de finalement de prolonger l'action plus longtemps ou différemment. Parce que c'est le fameux dicton, hein, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Du coup, effectivement, si on est mal entouré, il y a des chances que On est notre impact il reste assez marginal, quoi. D'accord, bah c'est intéressant parce que c'est pas forcément l'axe abordé par la majorité des gens qui nous partagent leurs boulettes, qui sont souvent beaucoup plus opérationnels et peut-être moins conceptuels. Mais c'est intéressant parce que je partage le point. C'est vrai que des fois c'est compliqué quand on s'est donné une mission de réussir à garder de la hauteur et dire ok, ça c'est la mission, mais en fait globalement je suis pas à l'endroit où il faudrait pour la mener ou c'est pas de la façon dont je voudrais qu'elle soit menée ou ce genre de choses. D'accord. Et alors là, je sais pas si tu vas nous répondre au nom de MBO ou à ton nom propre, mais si on devait garder une spécificité
dans ta démarche ou peut-être dans la démarche aujourd'hui sur laquelle tu travailles, ce serait laquelle en fait? Quelle est la spécificité dans ton approche? Moi, depuis une bonne quinzaine d'années, je pense, il y a un point qui m'étonne, c'est, l'importance qui est accordée, qui me semble démesurée, à la question des données, à la question des KPI, dans le monde de l'ESG. Franchement, j'ai l'impression qu'on a une espèce de culture des chiffres, qui vient peut-être du secteur financier d'ailleurs, qui a tendance à déteindre sur les indicateurs ESG. En fait, ça me semble une erreur, à plusieurs titres, parce que je pense que les questions environnementales, sociales et même de gouvernance sont par nature assez différentes de ce qu'on a d'un point de vue financier. Les incertitudes sont très fortes, les méthodologies sont loin d'être stabilisées, l'agrégation des données est quasiment souvent impossible en fait, si on veut le faire de manière intelligente. Et surtout, c'est un prisme qui a tendance à pousser beaucoup trop d'acteurs à se focaliser sur la qualité de la communication plutôt que la qualité de la performance. Mmh. Franchement, on compte plus les textes de loi, les initiatives privées qui se focalisent sur le sujet reporting. Enfin, tu vois, d'un point de vue finance durable, là, on a parlé SFDR, CSRD, il y a les 4 TCFD, TNFD, ISSB, voilà, pour ceux qui aiment les acronymes, il y a tout ce qu'il faut. Mais en tout cas, un nombre de textes qui se focalisent sur la transparence, le Say on Climate, pareil, dans les assemblées générales. Enfin, voilà, on est toujours sur cette logique de transparence et pas sur cette logique d'action. Et moi, j'ai tendance à penser, enfin, du coup, une des spécificités que j'ai toujours eues dans mon approche, c'était de mettre un accent très fort sur les aspects qualitatifs, beaucoup plus que quantitatifs. Et je suis plus intéressé finalement par les actions concrètes mises en place dans les entreprises dans lesquelles la société, enfin, MBO investit, les sociétés précédentes dans lesquelles j'étais investissais, plutôt que la signature d'une initiative sur le reporting ou la mise en place de tel ou tel indicateur. Enfin, finalement, les indicateurs, on le voit bien, il y a toujours des limites, c'est toujours pas le bon périmètre, c'est jamais la bonne façon de compter. Donc, dit autrement, je trouve on entend souvent qu'on ne peut pas agir sur ce qu'on ne mesure pas. Et en fait, je ne suis pas Ouais. d'accord. Je pense que c'est faux. Je pense qu'au contraire, la quasi-obsession qu'on a dans l'industrie sur la mesure a tendance à nous détourner de l'action. Et donc, voilà, se reconcentrer sur le qualitatif, sur ce qui se passe vraiment, sur les stratégies, sur les actions, c'est ça qui est important. C'est marrant d'entendre ça d'un ingénieur, hein. Ce qu'on ne mesure pas, on ne le pilote pas. Oui, effectivement, ça c'est un mantra, on va dire, universel dans tout le monde de l'ingénierie. Alors, en fait, bizarrement, je partage partiellement ton avis, parce que si on était suffisamment mature, je pense que tu as raison, mature au sens de la démarche, tout le monde convaincu, etc. Je pense qu'effectivement, le qualitatif resterait le plus important et finalement de savoir si tu es 99 ou 97 ou 97,8, finalement, on s'en fiche un peu à partir du moment où les gens font de leur mieux, vont dans la bonne direction, prennent les bonnes trajectoires. Moi, pour le coup, là où je diverge de ton point, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement dans un sujet qui est immature aussi bien côté investisseur que émetteur, enfin, que société qui cherche à se financer, que c'est compliqué de pas mettre en place d'indicateurs parce que il y a encore beaucoup trop d'acteurs qui ne sont pas convaincus, qui sont obligés de s'y mettre parce que, comme tu dis, il y a pléthore de textes et d'obligations qui sortent. Et donc, les sociétés sont obligées de s'y mettre. Et en fait, quelque part, ça a ce côté positif de dire, bah, au moins, elles font quelque chose. Là où, effectivement, le qualitatif, je pense qu'il est de bien meilleur tu obtiens des bien meilleurs résultats en te focalisant sur la finalité et sur finalement de la donnée qualitative. Mais pour ça, il faut que les gens aient de bonne foi, envisager de s'améliorer, d'être dans une démarche de durabilité, etc. Et je pense que malheureusement, le monde n'y est pas encore. Mais je comprends. Mm. Après, si tu vois, s'ils n'ont pas envie, de toute façon, c'est pas en mettant des indicateurs que ça les Ouais, fera alors, bouger, parce que je l'ai vu vraiment à tellement de reprises. Du coup, les gens vont essayer de tricher pour trouver une façon d'atteindre l'indicateur tel qu'il est défini, plutôt que de vraiment changer les choses. ouais, alors ça, la résistance au changement, je connais bien. Et là où je suis d'accord, c'est que globalement, c'est ce que j'explique assez souvent quand on parle de reporting, c'est que le reporting, il est censé refléter la réalité et t'es pas censé, toi, monter une activité pour réussir à faire du reporting qui fait plaisir. Donc, je suis assez d'accord. Mais alors, du coup, ça me mène à la dernière question, mais alors, on va avoir une minute. Allez, est-ce que c'est lié à ta vision de l'avenir de l'extra-financier ou ça n'a rien à voir? Comment tu vois l'évolution des choses? Bon, c'est la question la plus difficile. Bon, moi, ce que j'espère, c'est connaître rapidement une forme de point de bascule positif. On a déjà plein de choses qui sont bien aujourd'hui qui se passent, mais tu vois, le jour où je me dis la courbe des émissions de CO2 s'inversera réellement,
on aura peut-être des effets d'accélération. Je pense souvent à l'exemple du véhicule électrique. Le jour où tu as une majorité de véhicules électriques sur la route, peut-être que ça va devenir plus difficile de s'approvisionner en essence, peut-être qu'il y aura des réglementations de plus en plus contraignantes, qui fait que la deuxième partie ira beaucoup plus vite. J'espère qu'on aura de plus en plus de cas d'accélération positive de ce type-là qui se présenteront, parce que de l'autre côté, on aura probablement des crises et des situations de plus en plus dures liées à la crise environnementale, climat, biodiversité. Et je pense que face à ce durcissement de la situation, il faut garder espoir, il faut garder des sources d'optimisme. Donc voilà, ça va être un peu l'avenir de la finance durable. Je le vois dans cet équilibre entre un monde de plus en plus dur et une recherche d'optimisme et d'espoir et d'action, parce que sinon, on n'avance plus. Et alors, juste une dernière question pour finir, parce que c'est hyper intéressant. Ce point de bascule, tu l'imagines global pour le E ou quelque part, on va avoir une multitude de points de bascule, que ce soit sur le social ou même quand on parle de E, ça va être sur le carbone, ça va être sur la biodive, ça va être sur le gâchis de l'eau, etc. Il y a plein de fois le débat, il y a plein de gens qui vont te dire on n'arrivera pas à résoudre la crise environnementale sans résoudre la crise sociale. Je ne sais pas, moi, répondre à cette question. Est-ce qu'il faut absolument lutter contre les inégalités pour résoudre la crise environnementale, ou est-ce qu'au contraire, il faut mettre la priorité sur les inégalités, tant pis pour la crise environnementale? Je sais pas, et je me dis qu'on a quand même ce sujet qui est là devant nous, qui est un mur et qui aura des impacts sociaux colossaux sur le changement climatique, sur la biodiversité. Je suis tout aussi sensible au sujet de développement et de bien-être pour tous. Est-ce qu'il faut en faire un point de dire on n'y arrivera pas sans? Je ne sais pas. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup Ladislas pour ton intervention aujourd'hui. Et puis bonne semaine à tous en attendant notre prochain quick shot. Au revoir. Merci Paul.